Je rappelle qu'il s'agit d'une conférence de presse, et donc si j'ai accepté que viennent des non-journalistes ou non-patrons d'émissions de Radio Courtoisie, c'est avec une instante demande qu'ils ne se manifestent pas, parce que la loi du genre, c'est qu'une conférence de presse est d'abord réservée aux journalistes, de même que des questions. Il n'en est pas moins qu'après, bien entendu, j'aurai plaisir à vous saluer, et vous êtes beaucoup ici dans ces locaux que vous connaissez bien, de la griffe de Chrétienté Solidarité et aussi du Cercle d'amitié française juive et chrétienne. Je suis peiné de devoir perdre du temps à une telle chose, mais obligé. Mais obligé parce que je n'imaginais pas qu'après 10 ans d'émissions sur Radio Courtoisie, avec le contact souvent très fraternel des auditeurs, que je rencontrais souvent dans Paris, et bien d'ailleurs qu'à Paris. Je n'imaginais pas, pour avoir pris une position prise comme l'homme d'entreprise que j'ai été. Je n'oublie pas que pendant 15 ans, j'ai été directeur des relations sociales du groupe Femmes. Dieu merci, moi je n'ai jamais eu à demander la démission de cet immense patron qui était Pierre Fabre, mais il m'est arrivé d'avoir des amis, des collègues, qui s'étaient vus devant la nécessité de demander un changement du chef d'entreprise. Pour autant, il n'était pas licencié. Et s'il l'était pour différentes raisons, c'était alors selon un minimum de procédure. Je me suis donc vu signifier une éviction, j'appelle pas ça un licenciement, la justice peut-être en jugera, une éviction de Radio Courtoisie sans aucun entretien préalable. Pourtant, le président de Radio Courtoisie savait parfaitement quelles étaient mes positions par rapport à ces dérives au cours des derniers mois. Nous avions, par le passé, souvent eu des conversations privées, dans lesquelles, bien sûr, je n'étais pas, tant s'en faut, d'accord avec lui sur des points importants. On sait ce que je pense, je l'écris. J'ai écrit environ une quinzaine d'ouvrages, et on sait qu'à la griffe, à Chrétienté Solidarité, nous ne participons d'aucun racisme, d'aucun antisémitisme, avec d'ailleurs des amis très fervents, je salue Elich, avec des amis très fervents de toutes origines. J'ai donc signé, parce qu'il me l'a demandé, un premier texte de B2B, patron d'émission de Radio Courtoisie, parce que donc Guillaume de Thieulois, vice-président de la griffe, par ailleurs, me l'a demandé, qui signifiait à Henri de Lesquen, somme toute, qui n'en pouvait plus de ces déclarations qui, pesaient sur la réputation de Radio Courtoisie. Parce qu'il n'est pas d'exemple que les déclarations d'un chef d'entreprise ne portent pas sur la réputation de ces entreprises. On enseigne cela dans toutes les écoles de gestion. Encore une fois, je sors de l'entreprise. Il m'est arrivé de donner des conférences à l'Institut, c'était loin, français de gestion. Si Carlos Ghosn, qui est un grand chef d'entreprise, se mettait à dire n'importe quoi, par exemple, je le sais, moi, on a nié le génocide arménien, eh bien, les administrateurs de Renault, à n'en pas douter, l'inviteraient très vite à cesser cette plaisanterie. Si Serge Dassault se mettait à élucubrer des messages
de la même trempe. Nul doute aussi que les administrateurs d'assaut du Figaro n'y mettraient pas le holà. On peut toujours, mais je ne suis pas psychiatre, on peut toujours gloser, se demander qu'est-ce qui est arrivé. Il y avait eu des signes avant-coureurs. Mais ce signe avant-coureur était limité. Je me souviens, certains étaient avec moi, là, de ma consternation lorsque, au cours d'une manifestation place Édouard Herriot, près de l'Assemblée nationale, pour les persécutés de Chine et des pays d'Indochine, nous étions environnés de nos frères chinois ou indochinois. Ils avaient été remarquables de stoïcisme parce qu'il faisait très froid et la plupart des Français, des Européens étaient partis. Il n'en restait plus beaucoup. Et puis, il restait Henri de Lesquen qui avait obtenu de pouvoir prendre la parole. En dernier, il y avait eu beaucoup d'orateurs de toutes origines. Et là, quelle ne fut pas ma consternation de l'entendre proférer que c'était bien de combattre le communisme, mais que l'essentiel, c'était quand même de lutter pour la race blanche. C'était pour le moins impoli par rapport à ceux qui nous environnaient, et puis tout à fait en déconnexion avec les combats de chrétienté, de solidarité, menés sur tous les continents et avec des hommes luttant pour leur liberté de toute race. Mais bon, le temps passa, et en dehors d'échanges qui pouvaient être quelquefois un peu serrés, Henri de Lesquen ne manifestait pas des choses telles que celles qui se sont développées à partir du début de cette année. Il a découvert le tweet. Si bien que certains l'appellent aujourd'hui, me dit-on, l'enfiévré du tweet. Et il n'est pas de jour, il n'est pas de demi-journée sans lesquelles il n'envoie des tweets. Donc, le tweet, il faut le manier avec la sagesse populaire qui consiste à tourner 7 fois son doigt au-dessus du clavier avant de tweeter. Mais, pas de doute, ce qu'il tweete, il sait fort bien ce qu'il en est. Alors on a vu tout défiler, jusqu'à ce matin. Alors, le racisme républicain, la création du concept de coefficient de blancheur. Je me demandais, mais est-ce que c'est le même Lesquen qui, s'étant jadis emparé du club de l'horloge, témoignait cependant de la considération à mon ami, hélas disparu, Jules Monroe, immense philosophe, mulâtre guadeloupéen. Est-ce que c'est bien le même Henri de Lesquen qui, dans ce contexte, à l'époque, témoignait de la considération que l'on devait pour notre ami François-Georges Dreyfus, grand historien, s'il en était. Alors on a vu défiler ses propositions pour la présidence de la République. Au début, on a pu croire en un canular, mais on voit très bien qu'il ne s'agissait pas d'un canular. Alors, la Tour Eiffel, il est revenu ce matin. Il faut détruire la Tour Eiffel. Ce qui ne me semble pas, personnellement, vraiment la chose la plus urgente dans un pays confronté à tous les maux que vous savez. On l'a vu défendre donc ce racisme républicain, annoncer des mesures. Sans aucun. Pourquoi la Tour Eiffel? Parce qu'il la trouve affreuse. C'est d'ailleurs son droit. Mais de la détruire, la Tour Eiffel, parce qu'on la trouve affreuse,
vaste programme, comme aurait dit un chef de l'État disparu. Bannir sans plus de nuance, interdire la musique nègre des médias soutenus ou autorisés par l'État, et précisant à l'Obs, comme on dit aujourd'hui, bon. Cela concerne le jazz, je ne fais pas de détails, le blues, le rock'n'roll et bien sûr l'immonde rap. La musique nègre s'adresse à notre cerveau reptilien et provoque un ensauvagement de la culture occidentale. On est libre de ne pas aimer certaines musiques africaines. Je déteste personnellement beaucoup de textes qu'on appelle le rap, et qui sont d'un racisme insupportable que la Griffe a combattu. Mais par ailleurs, eh bien, moi je me souviens d'avoir été grand admirateur d'Hugues Panassier, qui a été en France le promoteur du jazz de Louis Armstrong. C'était en même temps le défenseur acharné de la liturgie traditionnelle et du chant grégorien. Et l'immense Hugues Panassier ne voyait aucune contradiction entre le fait de défendre le chant grégorien et de promouvoir le jazz de Louis Armstrong. Ensuite, l'avalanche sur la peine de mort. Je cite, et je vous donnerai ces citations. La peine de mort est tellement bonne qu'il faut en faire un large usage. Je note ici que le très républicain comte de Lesquen parle comme le noblaillon Maximilien de Robespierre. Henri d'Estaing précise qu'il veillera à ce qu'il y en ait au moins 100 par an. Ainsi, il est vrai, la France se rapprochera des grands scores de l'Arabie Saoudite, de l'Iran ou de la Corée du Nord. Je voudrais dire pour ma part ce que nous pensons ici de la peine de mort. Peut-être est-elle nécessaire devant la monstruosité de certains crimes qui dépossèdent leurs auteurs de toute humanité. Mais surtout, la peine de mort ne peut être que le fait de l'édifice judiciaire par rapport auquel s'ordonnent les autres peines. On ne peut pas en parler légèrement. C'est quelque chose d'affreux de mettre quelqu'un à mort. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut qu'elle existe pour ne pas être appliquée. Vous pouvez ne pas penser comme moi. Mais elle est tellement bonne qu'il faut en faire un large usage. Voilà. Alors, ensuite, il vient à l'immigration. Nous combattons ici la politique de ce que j'ai appelé la tsunami-migration, qui met en danger l'équilibre de nos sociétés, qui entraîne aussi l'islamisation. Et là, avec nos amis musulmans convertis au premier rang, nous savons combien l'islamisation est une chose terrible, parce que l'islam n'est pas seulement une religion, c'est une théocratie totalitaire, et il suffit d'ouvrir le Coran et les hadiths, et j'ai consacré donc à ces textes, je crois, des anthologies utiles pour savoir de quoi l'on parle quand on parle de l'islam. Mais enfin, évoquer pour traiter cela la belle tradition républicaine de transportation et de déportation. Je dois dire que s'il y a quelque chose qui ne fait pas mon admiration pour la République, ça a été des déportations et des transportations, notamment en Vendée, mais ensuite aussi les abominables répressions des communards, qui n'étaient certainement pas de ma sensibilité. Mais de là, donc à se pâmer devant les déclarations sanguinaires des ordonnancateurs des massacres de la commune, non. Et Lesquen de préciser, les immigrés illégaux sont des délinquants. Ils seront arrêtés, enchaînés, emprisonnés, expulsés. Non, on n'enchaîne pas. Il y a tout de même un progrès
dans l'histoire des hommes, de la civilisation. Non, notre but à nous, ce n'est pas d'établir un ordre national où l'on enchaînera même les criminels, on les enferme, voilà. Et là, il s'agit d'immigrer. En cas de récidive, l'immigré illégal pourra être condamné aux travaux forcés. J'ai commenté Ave Lestinus Caesar Nero. Mais là, on se pose la question, s'il n'y a pas là un phénomène semblable à celui des enfants qui sont dans le fantasme, jouent aux gendarmes et aux voleurs, ou à moi, je suis le chef. Et l'interrogation se pose lorsqu'on parcourt la bande dessinée qui est sur son site de Lester au pays des Congoïdes. Cette bande dessinée, au demeurant pas mal dessinée, pastiche de Tintin, permet à Lester d'employer ce mot, le terme de congoïde. Je rappelle comme ça, parce que je vais faire un document très précis, le terme de congoïde, donc dans l'anthropologie du savant américain Carlton Poole, désignait une des 5 races humaines peuplant en gros l'Afrique de l'Ouest. Mais pour Henri de Lesquen, manifestement, il y a dans ce mot comme un fumée de bouillon de culture racialisée qui plaide, qui est plaisant pour ces papilles de racistes républicains. Passons. L'essentiel n'est-il pas le triomphe du racisme républicain sur le mondialisme? Et le mondialisme, dit Lesquen, n'a-t-il pas pour support idéologique essentiel la religion de la Shoah, qui, paraît-il, vise à empêcher toute dénonciation de l'immigration de masse? Sur cette ligne essentielle, Lesquen n'est pas avare d'affligeant sarcasme à grossière connotation négationniste. Ainsi, le 26 avril, à propos de Simone Veil, je suis émerveillé de la longévité des rescapés de la Shoah, morts à plus de 90 ans. Et dans la même veine grasseillante, ont-ils vécu les horreurs qu'ils ont racontées? Je continue. La plantureuse Simone Veil, rescapée de la Shoah, à 88 ans, à ma connaissance, elle va bien. Mais peut-on faire plus bête? J'ai pour ma part combattu Simone Veil, 30 ans durant, combattant la loi dite Veil, sans jamais oublier que c'était une loi Giscard-Chirac-Veil. Et je n'ai jamais eu le besoin de traiter Simone Veil pour ce qui avait été son drame de jeunesse, et à Auschwitz, où elle n'était allée les derniers mois, fort heureusement. Mais donc, c'est l'attaquer dans un registre misérable. Dans un registre misérable. Parce qu'enfin, alors, de même, on aurait pu parler de notre ami Édith Denoy de Saint-Marc, qui lui aussi est mort, âgé, après avoir connu les affres des camps de concentration nazis et du camp, pas 113, du camp 111. Ou bien encore Jean-Baptiste Biaggi, notre héros, l'homme un des plus décorés de la guerre et de la résistance. Il est mort 87 ans. Ou bien encore Ivan Tomasi, rescapé du camp Boudarel, mon ami. Camp Boudarel, on mourait beaucoup, dans une proportion plus rapide encore qu'à Auschwitz. Et aussi, était-il lui aussi là, quelqu'un qui sentirait bien, curieusement, l'ambassadeur Albert Chambon, compagnon de la Libération, fondateur de la Griffe, ami fidèle juste à sa mort. Je voudrais évoquer le colonel Weinberger, qui lui aussi est mort, très âgé, après avoir connu, dans un enchaînement infernal, les délires, les monstruosités totalitaires, et Auschwitz, et le camp de Boudarel. J'ai parlé de cela avec son fils. Alors voilà,
ces grossiers sarcasmes, déshonorent ce que nous sommes et permettent à d'autres de dire, vous voyez ce que ce sont des racistes, ce sont des tordus. Quoi de mieux que le racisme d'un destin pour servir de prétexte aux idéologues de l'antiracisme? Nous combattons ici l'antiracisme, parce qu'il n'est pas un racisme, parce qu'il n'est pas contraire au racisme, pardon, mais un racisme en sens contraire. Ce prosélyte du racisme républicain n'est pas seulement un agent objectif de la tragique continuité de la dialectique des idéologies du racisme et de l'antiracisme, aujourd'hui aussi également pervers qu'inséparable. Alors, tout cela, on n'en finirait pas, parce que je n'ai fait que cueillir quelques, je ne dirais pas des fleurs, quelques morceaux pitoyables dans le tweet monde d'Henri Lesquin. J'ai donc signé. Et j'ai donc, il est vrai, alors que j'étais dans des conditions très difficiles, ne pouvant être à Paris, puisque je ne suis pas parisien, et que j'étais de surcroît, je ne m'en cachais pas, dans un sinistre lit d'hôpital. Mais j'ai donc, il est vrai, donc mis à disposition de Guillaume de Thieulois et des patrons d'émissions qui le voulaient, le soin d'analyser cette dérive de Radio Courtoisie. Mais la dérive a continué, si bien qu'il faudrait chaque jour faire un commentaire nouveau. À l'égard d'un Éric Zemmour, il vient d'écrire 3-4 jours, français en apparence, juif en réalité. Voilà. Je ne commenterai pas. Alors certains me disent, me donnent des tuyaux pour le réfuter, des informations. Non, je n'emploierai pas ces méthodes. Non, je rejette totalement ceux qui me disent qu'il doit avoir des liens de subordination avec le Ku Klux Klan, ou il est un grand initié de la loge de Thor. Je ne crois rien de tout cela. Je crois, hélas, rien de tout cela. Mais, donc, Lesquin a assimilé sa personne à Radio Courtoisie à sa personne. Lesquin, c'est Radio Courtoisie, et Radio Courtoisie, c'est Lesquin. Et pour avoir dénoncé cela, j'ai reçu de sa part, non pas une proposition de débat, comme je lui avais dit qu'il fallait le faire. Là, c'était dans notre dernière rencontre au mois de juin dernier. Il m'a sauvé, j'ai trouvé ça d'ailleurs le surlendemain du 15 août. J'ai l'habitude de passer le 15 août autrement qu'à interroger mon ordinateur qui ne me passionne pas, ou je ne sais quel tweet. Il m'a fait donc sommer, et là c'est du grandiose, moi qui prépare une année de commémoration du centenaire du communisme, là c'est du grandiose. Il m'a sommé de publier, alors, je le sois dit, dans la page, sous 48 heures, en haut de la page d'accueil de mon blog, où je devrais le laisser jusqu'au 15 septembre. Voilà le communiqué suivant. Henri Lesquin m'a nommé en 2007 patron d'émission de Radio Courtoisie. J'ai toujours oui d'une parfaite liberté d'expression, que ce soit à l'antenne ou a fortiori hors antenne. Je reconnais que tous les membres de Radio Courtoisie, y compris son président, doivent avoir la même liberté que moi. Je regrette de m'être laissé entraîner dans la cabale montée contre Radio Courtoisie par Guillaume de Thieulois et Philippe Millot, qui est par ailleurs le président de TV Liberté. Ça, c'est de moi. Je condamne la campagne de calomnie qu'ils ont orchestrée contre la radio et son président. Je retire ma signature du communiqué outrageant, publié le 11 juin 2016 par Guillaume de Thieulois sur le site du Salon Belge. Tous les éléments de cette mise au point sont nécessaires. Merci de la publier telle qu'elle, sans rien retrancher.
le 17 août, rentrant de mes Pyrénées, cela m'a arraché un grand bâillement parce que j'avais été me promener un tout petit peu en montagne. Alors, j'adjure. Alors, voyez-vous, je n'ai pas de mérite à ne pas avoir de haine pour Henri Lesquin, parce que j'ai beaucoup de défauts, en même plus d'être coléreux. Ça, c'est peut-être vrai, mais incapable de haine. Et je plains Henri de Lesquin que les démons de la haine habitent. Il a aujourd'hui atteint des niveaux de calomnie dignes du docteur Philippe Plancard, jadis son ennemi. Là, mes chancetés lui fait perdre la raison, sans bien sûr aucun souci de vérité, ni même la moindre vraisemblance, comme dans les procès de Moscou, dans la délectation du mensonge, il accuse les traîtres. Il souffre de ne pouvoir, sans doute souffre-t-il de ne pouvoir les faire massacrer en quelques Loubianca. Il s'est déchaîné il y a peu donc sur Éric Zemmour, je vous ai dit, ça dit dixième, parce qu'il fait toujours par 10, c'est un esprit très mathématique. 10 assertions sur Éric Zemmour. Alors sur moi, 10. Mais là, tel un personnage d'un film avec Louis de Funès, ça ne suffisait pas. Il en a remis, et des dizaines et des dizaines. Donc, je suis aux ordres de la LICRA et de l'État d'Israël, c'est bien connu. C'est bien connu. Et la LICRA m'a ordonné d'aller comploter avec Philippe Millot de TV Liberté pour abattre Radio Courtoisie. Voilà. Alors, on peut... C'est tellement ridicule, bien sûr. Mais enfin, il n'en demeure pas moins que M. Lesquin se prétend, quelquefois, je n'ai pas à juger, moi, de son fort interne, catholique. Or, que fait-il là? Il adhère au non-être, au non-être, à ce qui n'est pas. Et aussi bien un saint Thomas d'Aquin, comme Maïmonide, ça lui déplairait. Mais j'ai écrit une histoire des Juifs, et Maïmonide est un grand penseur. Que Descartes, dans le discours de la méthode, dit que cela, c'est l'adhésion au Père du néant. Il faudrait que quelqu'un s'occupe de l'âme d'Henri de Lesquin, parce que là, il fait maintenant de la diffamation diabolique. Alors que faire? Ben, j'adjure ceux qui ont le pouvoir statutaire d'agir pour non pas tuer Radio Courtoisie, mais pour la sauver. Nous les montons, cette radio, pour la rendre à sa vocation de courtoisie. Donc, puisse-t-il agir? Et l'on me dira, pour les auditeurs, quid? Ben, il faut que les auditeurs suspendent provisoirement leur cotisation. Jusqu'à ce que Radio Courtoisie retombe sous une présidence responsable. Je conclurai sur le dernier tweet en date. C'est notre avocat, Jérôme Triomphe, qui est spirituellement assis à cette table, mais il plaide aujourd'hui à l'île de la Réunion, et qui a trouvé, parce qu'il en est un grand fréquentateur par nécessité de profession. Voilà, il y a dans les innombrables derniers tweets d'Henri de Lesquin une polémique sur une de ses grand-mères ou arrière-grand-mères, Médina. Alors, les gens de son acabit ou de l'acabit de tel groupuscule disent « Mais voyez, c'est la preuve qu'Henri de Lesquin est juif. » Et là, Henri de Lesquin de répliquer « En toute certitude, vous êtes fou. Je n'ai aucun ancêtre juif et l'analyse génétique l'a confirmé. » Ça, je ne vous ferai pas l'injure de commenter. Merci. S'il y a des questions, madame. Beaucoup de questions. Pour commencer, vous appelez à agir. Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Il n'y a pas des structures dans la radio, il n'y a pas une possibilité pour tout le monde
de faire grève? Quelles sont les options? C'est une question grave, parce que jusqu'à présent, vous savez, petit provincial, fier de l'être d'ailleurs, avec des origines sur lesquelles je ne m'intéresse pas, mais sachant bien que les ancêtres bigourdans n'étaient pas tout à fait semblables à ceux du comte de Lesquin, je ne me suis pas beaucoup intéressé au fonctionnement statutaire et financier de Radio Courtoisie. Mais aujourd'hui, avec d'autres exclus, nous nous penchons sur la question. Nous sommes ici dans le local de deux associations principales que je préside. Chaque année, la Griffe tient son assemblée générale selon ses statuts, tient son conseil d'administration selon ses statuts. Notre commissaire aux comptes publie nos comptes, et je suis d'ailleurs d'autant plus à l'aise de publier cela qu'il est notoire que n'ayant pas besoin d'être financés, mais nous avons des statuts gérés et nous gérons au centime près. Et à ce jour, je n'ai exclu personne de la Griffe. Il y en a qui se sont éloignés peut-être, mais ça c'est leur problème. Voilà, donc je peux faire une comparaison. Donc, votre question. Oui, qu'en est-il par exemple du fonds de dotation de Radio Courtoisie? Ça, c'est une chose sur laquelle il va falloir nous pencher. Parce que j'ai retrouvé une lettre qu'il a envoyée, je ne sais pas à qui, disant « Ne vous en faites pas, même si Radio Courtoisie disparaissait, les fonds ne sont pas liés à Radio Courtoisie. » Cela soulève une interrogation. Voilà, j'ai répondu à votre première question autant que je le pouvais. Pour les auditeurs, vous avez dit peut-être cesser votre abonnement. Est-ce qu'il est possible d'avoir accès aux archives des émissions que vous avez faites, que d'autres personnes exclues ont fait? Vous savez... sans payer Radio Courtoisie. Comment, pardon? Sans payer pour les archives Radio Courtoisie. Là, ce que je sais moi, c'est que j'ai, sauf 2 fois, avec des problèmes de santé qui avaient été graves, je n'ai pas pu animer mon émission. Mais enfin, 10 ans de fidélité, prenant l'avion de Toulouse à Paris, et les frais annexes. Donc, on ne renvoie pas quelqu'un comme ça. Dans les entreprises que j'ai connues, il y avait d'autres formes. Donc là, je soutiens tout à fait le travail des patrons d'émissions exclus ou de ceux qui ne le sont pas encore et de ceux qui sont maintenant intrigués parce qu'il faudra bien qu'il y ait des éclaircissements. Il faudra bien qu'il y ait des éclaircissements. C'est tout simplement la loi. Ici, vous pouvez nous demander les statuts de la Griffe, vous pouvez nous demander l'état de nos comptes, voilà, mais cela se fait partout. C'est un coup terrible, j'imagine, parce que c'est une radio qui est tellement importante pour tellement de personnes qui, justement, se trouvent avec des médias parfois qui ne suivent pas, qui ne comprennent pas, ils estiment qu'ils ne couvrent pas les choses correctement. Et est-ce qu'il y a d'autres alternatives à Radio Courtoisie si la dérive continue? Écoutez, oui, c'est un coup terrible. Je ne le cache pas du tout, parce que nous n'avons pas beaucoup de moyens ici. Nous vivons chichement sur un principe de bénévolat quasi absolu. Et pour nous, qui avons besoin, pour mener nos procès, pour publier nos études critiques, nos propositions, qui avons besoin de relais médiatiques, bien sûr c'est un coup. Et voilà pourquoi j'espère bien que ce qui se passe sera provisoire.
j'espère bien qu'on invitera Henri de Lesquen à céder sa présidence, qu'il garde son émission, soit, mais céder sa présidence. Alors ensuite, est-ce qu'il y a d'autres relais? Moi, j'ai vu surgir, sans être aucunement à l'origine de cette initiative, la TV Liberté. C'est assez ubuesque de m'entendre dire que j'ai comploté avec le président de TV Liberté, avec lequel j'ai parlé moins de 4 minutes au cours des 5 dernières années, le saluant lorsqu'à 2 reprises j'ai été invité pour parler d'un de mes livres, le dernier étant celui sur le génocide arménien. C'est dire. Mais donc là, je pense que j'accepterai volontiers de m'exprimer un peu plus, et c'est pas que moi, ce sont mes amis qui donc pourront s'exprimer un peu plus sur TV Liberté. Et puis nous allons, je suis heureux de voir ici Rania Haddad qui a été une grande réalisatrice à la télévision libanaise, de venir nous rejoindre. Je ne doute pas qu'elle va nous apporter. Et je ne suis pas de ceux qui rentrent en déprime quand on prend une gifle dans la gueule. Je suis du pays du rugby, je suis petit, mais je rentre. Et donc là, je vais d'une manière acharnée développer avec Jeanne Smith, avec Cécile Montmirail qui est dans son travail aujourd'hui, avec Guillaume de Thieulois, avec Richard Haddad, avec Daniel Amiche, avec Mohamed Christophe Bilek, notre travail. Parce que là, il y a une trahison des auditeurs de Radio Courtoisie. Il n'était pas 2 jours à Paris que je l'en rencontrerai. Tout à l'heure, sortant du restaurant du Twickenham, un chauffeur de taxi me dit bravo, bravo, pourvu, est-ce que vous serez à l'émission? J'ai dû lui dire, mais pour l'instant non. Voilà, donc attristé, courroucé, mais combatif. Je suis d'accord absolument sur tout. Je l'ai vu de mon point de vue, donc d'autres patrons d'émission, j'ai subi exactement la même chose, la dérive, à bout d'un moment, au début de l'année 2016, avec des techniques qui sont des techniques tout à fait typiques du monde des Lumières. L'idéologie elle-même est très proche de celle des Lumières. Il suffit de voir par exemple l'expression de racisme républicain. J'en parlais à Jean de Vigry qui me dit « Écoutez, moi je ne suis pas raciste et puis je ne suis pas républicain ». Et il me dit « C'est exactement l'idéologie ». Et d'ailleurs, la nécessité de purger, parce que c'est ça en réalité, de purger la nation régulièrement, les saigner. Là aussi, on a vraiment l'impression d'avoir le programme. Et d'ailleurs, il ne cache pas que son idéal, c'est la Troisième République. Oui, dans alors, certains aspects. Oui, et oui, certains aspects, exactement. Ceux qu'on déteste le plus. Bien. Alors vous avez subi la sommation. Alors, vous êtes contre Radio Courtoisie. Moi, je crois qu'il y a une distinction, comme vous avez dit. Il y a Radio Courtoisie et le président. C'est le président qu'on ne peut plus supporter parce qu'il fait du mal à Radio Courtoisie. Je me souviens d'une de vos émissions, Bernard Anthony, il y a de ça quelques temps, vous avez fait un parallèle entre des programmes politiques du Front National, pour ne pas le nommer, avant et après. On pourrait faire la même chose avec l'idéal programme de Jean Ferré. On est quand même quelques-uns ici à avoir bien connu et beaucoup apprécié et beaucoup admiré, et ce qu'on a fait Henri de Lesquen. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas le même esprit, ce n'est pas le même ton, ce ne sont pas les mêmes buts. Le but d'Henri de Lesquen est personnel, alors qu'il est évident que cette radio doit avoir pour but le bien commun. Il y a une nécessité, Dieu sait s'il y a une nécessité maintenant pour notre pays. Alors vous avez été sommé, moi il m'a envoyé un message me disant, parce que moi c'est le 2 août que j'ai eu mon message, il m'a envoyé soi-disant des objurgations. Je trouvais que le terme était joli, changeait un petit peu, je n'ai reçu aucune objurgation. Donc c'est un menteur effronté, comme vous avez dit, et
c'est lassant, c'est triste. Et c'est triste pour la radio et pour nous. Pas pour nous en tant que patron, pour nous en tant qu'auditeurs. Alors, il y a une question qui a été posée, de savoir ce qu'on peut faire. Il y a le conseil d'administration, les uns et les autres, on en a parlé en juin. Le conseil d'administration, il est verrouillé. En tout cas, je crois qu'il faut agir. Il faut évidemment continuer à sommer Henri de Lesquen de se démettre. Je pense qu'au train où il va, il pète les plombs. Hein. Voyez-vous, cette injure à Éric Zemmour, ce besoin de se faire une analyse génétique, ça témoigne là d'obsession exotique, curieuse. Donc, je ne suis pas pessimiste, je ne suis pas du tout énervé. C'est comme ça. Je suis affligé pour lui, parce qu'il est bouffé par la haine, bouffé par un narcissisme. Il voulait être. Il est content. Il existe là, dans de Lesquen au pays des Concoïdes. Si, je ne sais pas, n'importe lequel d'entre vous, on faisait une bande dessinée sur lui, est-ce que vous seriez, moi, je n'ai pas envie de publier sur mon site une bande dessinée sur Bernard Anthony. Voilà. Donc il y a des côtés que je juge un peu consternants. J'ai plus tendance à le plaindre qu'à le haïr, mais comme il est très nuisible, eh bien, il faut qu'il dégage la piste de la présidente de Radio Courtoisie pour redynamiser Radio Courtoisie, qui n'est en rien, crois-je savoir, une radio concurrente de TV Liberté, qui est une TV, une radio sur informatique. J'ai tellement comploté avec TV Liberté que c'est la deuxième fois que j'ai parlé de cette radio aujourd'hui avec mon vieil ami Martial Bild, que j'avais connu dans le contexte de Radio Courtoisie. Mais je crois qu'il y aurait une bonne complémentarité à reconstruire. Voilà. Donc, nous ne baissons pas les bras et il faut que, d'une manière sage, encore une fois, sans employer ces outrances, ces diffamations, ces mensonges parfaits. D'ailleurs, c'est l'éclat de rire général. Je pense que beaucoup d'éditeurs vont lui dire « Voyons, Henri de Lesquen, Bernard Anthony a été missionné par la LICRA, alors où, quand, comment, qu'en est-il pour comploter avec Guillaume Thieulois, Philippe Millot, TV Liberté, donner des précisions. Donner des précisions. Moi, je serais très très content de savoir ces choses-là. Donc, je suis allé en Israël, mais je ne me suis pas occupé. J'y étais en pèlerinage avec mes amis Chrétienté Solidarité, et je vous prie de croire que je n'ai reçu aucun ordre du gouvernement de M. comment s'appelle-t-il, Benjamin Netanyahou, pour m'occuper de couler Radio Courtoisie, qui au demeurant n'est pas la préoccupation essentielle, je crois savoir, du gouvernement israélien. Par ailleurs, pour ce qui est de la LICRA, organisation qui ne m'est pas sympathique, dont je ne partage pas, en tout cas dont je n'ai jamais partagé les analyses, voilà, il est vrai, mais je sais qu'on m'en a tenu rigueur. J'ai invité un jour un grand avocat juif à Radio Courtoisie, mon ami Gilles William Golnadel. Pourquoi? Parce qu'il a fait une préface magnifique, essentielle, au livre de Rénal Sécher, du génocide au mémoricide. Une analyse de la continuité génocidaire qui va du génocide vendéen au communisme, en passant par le génocide arménien et le communisme, bien sûr. Voilà, donc c'est ça la liberté. Donc il est temps de faire revenir l'ère de la liberté et de la vérité, qui s'obtient par le débat à Radio Courtoisie. Oui, allez-y. Et puis... Est-ce que c'est un détail de plomb, ou est-ce qu'il y a un calcul derrière? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent le suivre là-dedans? Est-ce qu'il réfléchit, ou est-ce que c'est juste qu'il fait un pied? Écoutez,
Votre question est judicieuse, mais je pense que d'autres y répondraient mieux que moi. Je ne le ferai pas parce que je ne veux pas tomber dans ce que je ne peux pas prouver. Pétage de plomb, oui, quand on a le besoin de s'interroger, de se faire une analyse génétique, je ne sais pas vous, moi j'ai jamais éprouvé ce besoin. Il est vrai que voilà, quand je vois Éric Zemmour, oui, je ne suis pas toujours d'accord avec Éric Zemmour, qui est beaucoup plus nationaliste que moi, mais ça c'est une autre histoire, mais je l'aime beaucoup. Mais dire ce qu'il dit d'Éric Zemmour, en apparence français, mais juif en réalité, mais oui, l'année. Hein, donc, oui, je sais qu'il m'a été reproché beaucoup par certains cercles de dire que j'ai écrit mon livre « Histoire des Juifs » sous la photo d'Edith Stein. Et donc, cela, évidemment, n'est pas compris par certains. Ben, moi, je suis d'une religion qui est celle de notre Seigneur Jésus-Christ, de sa mère, juive, de tous les apôtres, juifs, de Sainte Thérèse d'Avila, juive, d'Edith Stein. Et nous travaillons avec nos amis juifs, avec Judith Cabot. Et là, je suis intraitable. Et de même que le mépris pour les Congoïdes, le magistrat que je ne citerai pas, et pour cause, qui est le plus fidèle allié de la Griffe et de race noire. Et donc, là, je vois alors les Asiatiques à l'Assemblée nationale, Madame Tranventra, elle était méprisante, elle m'a dit « il n'est pas tout à fait bien, monsieur de Lesquen ». Je lui ai dit « voilà ». Mais donc, j'ai de la peine que quelqu'un comme lui fournisse ainsi matière à caricature à nos plus malhonnêtes adversaires. Dernière question sur... vous avez dit tout à l'heure que les ennemis, politiquement, utilisent cette crise pour dénigrer la radio et toutes les personnes qui y travaillent depuis des années. Comment est-ce qu'ils utilisent ça? Est-ce que vous pouvez donner des exemples? Le peu que j'ai lu dans Le Monde, dans l'Autre, etc., on ne le prend pas, il est vrai, tout à fait au sérieux, mais il n'en demeure pas moins qu'on sait la malhonnêteté de certains médias qui diront « mais c'est cela que je ne voulais pas ». Parce qu'il m'arrive d'être souvent devant des tribunaux pour la Griffe. Je ne voulais pas que nos avocats talentueux, et donc notre avocat parisien Jérôme Triomphe, se voit reprocher de s'exprimer fréquemment dans l'émission de Bernard Anthony, de Daniel Amiche et d'autres, de cette radio sur laquelle Henri de Lesquen jette comme cela un discrédit très grand. Il se trouve que je suis fils de déporté et que mon père a passé quelques mois à Bergen-Belsen. Il a 95 ans, il se porte très bien, je vous remercie.